Le débat économique. Une émission présentée par Vincent Némon. Ici Quimper, les Bretons parlent au français. Bonjour à tous, bienvenue dans le débat économique. Alors que la colère gronde et que la révolte d'origine bretonne gagne non seulement la capitale mais encore le reste de la France, je vous propose une édition spéciale bonnet rouge, si on peut dire, et en plagiant Radio Londres, j'ai emprunté à Xavier Guilloux, l'un de mes invités, le titre de son essai du mois paru sur son site est déjà bien diffusé. Xavier Guilloux, bonjour. Bonjour. Vous êtes un habitué de ce micro, bienvenue. Vous dirigez le cabinet qui porte votre nom, un cabinet spécialisé dans 3 domaines, la prévention des risques, le pilotage des crises et l'intelligence stratégique. Vos clients, ce sont à la fois des États, des administrations, des grandes entreprises, des réseaux de PME, des collectivités locales. Et vous vivez au bout de la Terre. Je vis à 15 km de l'épicentre sismique qui fait trembler les couloirs de nos ministères et qui inquiète la France. Je vis en Cornouailles, à côté de Quimper, face au Glénan. Voilà, donc vous avez assisté aux premières manifestations à Quimper, vous étiez là, et ça a provoqué donc l'écriture de ce texte d'une dizaine de pages que l'on trouve sur votre site et qui a été largement relayé, notamment en Bretagne, et qui a donné lieu à énormément par l'agence Bretagne Presse qui a repris cet édito avec mon accord et qui, du reste, alimente un blog très nourri avec beaucoup à la fois des Bretons, des internautes, mais aussi des prescripteurs de l'opinion au niveau de la région bretonne. Et c'est un exercice auquel je me suis plié qui est assez instructif et intéressant au regard de la crise qui est en train de monter. Voilà, vous m'avez conseillé pas plus tard qu'hier d'aller voir sur ce blog. J'ai été me promener, et ça m'a pris une bonne heure et demie, parce qu'entre énormément d'échanges, on va revenir d'ailleurs sur ce phénomène. Et puis je voudrais présenter, je sais qu'il a échangé avec vous, Xavier Guilloux, sur la question bretonne. J'ai donc le plaisir d'accueillir Robert Branche. Bonjour. Bonjour Robert, vous revenez vous aussi. Je suis ravi de vous accueillir à nouveau. Vous êtes spécialisé dans l'accompagnement des équipes de direction et dans la définition et la mise en œuvre de stratégies innovantes en univers incertain. Vous faites un métier qui se ressemble quand même l'un et l'autre, on peut dire. Oui. Vous fréquentez en tout cas les dirigeants. Je rappelle que vous venez de faire paraître Les Radeaux de Feu. Robert Branche aux éditions du Palio. Dans Les Radeaux de Feu, vous montrez que le défi du management en système turbulent n'est plus la décision, mais l'émergence. En 2 mots, comment maintenir un cap et créer de la stabilité tout en lâchant prise. Évidemment, les radeaux de feu qui viennent de paraître sont comme un écho qui résonne face à ces événements. Et c'est aussi pour ça que vous êtes là. C'est aussi pour cela que vous avez échangé tous les deux et que vous m'avez proposé, je dois le dire, de venir débattre à ce micro autour de cette question bretonne. Et plus si affinité, et il y a affinité. Tout à fait, je pense que donc je dois avouer tout de suite, moi je ne suis pas breton, je ne vis pas au bout de la Cornouaille. C'est pas grave, vous pouvez rester, Robert. Merci, mais ce que je crois, c'est que ce qui est en train de se passer là-bas n'est pas du tout une anecdote et peut-être quelques crises bretonnes, mais surtout significatif d'une crise là qui est en train de larver et qui est en train d'émerger. Alors, Xavier Guilloux, je vous cite, cette nouvelle gabelle ne sert plus que de prétexte à des revendications, vous parliez de l'écotaxe, des revendications beaucoup plus politiques et identitaires. La Bretagne est et a toujours été une zone libre, scandent les manifestants. Identitaire, Xavier Guilloux. Alors, c'est un petit peu fort peut-être. En tout cas, c'est vrai, on parlait de ce blog Bretagne, là, on voit que se réveille énormément, j'ai envie de dire d'instinct, en tout cas de revendications identitaires. Oui, il y a de tout dans les revendications. Enfin, c'est clair que le côté identitaire, régionaliste, est lié quand même à une culture locale qui est très très forte, qu'on ne peut pas sous-estimer. Alors, on aime beaucoup les Bretons quand on y va pour les vacances, on les aime moins quand ils font des manifestations, ou qui s'attaquent aux préfectures, ou qui bloquent les routes, etc. Et encore, on a noté une espèce de bienveillance quand même à leur égard, non ? Oui, mais c'est quand même très très paradoxal, c'est-à-dire qu'il y a une bienveillance pour un certain nombre de catégories socioprofessionnelles qui se retrouvent, ou de personnes qui se retrouvent, je dirais, dans cette émergence à la fois de contestation, de revendication, et en même temps de demande un petit peu de considération et de respect, parce qu'il y a un peu de tout qui était mélangé dans cet événement du 2 novembre.
Mais en même temps, il y a aussi 57% des Français qui sont pas forcément en accord avec cette émergence de contestation, parce que ils voient leur confort ou leur bien-être ou leur revenu être menacé par une crise qui pourrait être beaucoup plus grave et beaucoup plus ample que celle que on voit aujourd'hui, avec simplement un petit collectif qui brûle des portiques ou s'attaque à des radars, quoi. Et donc il y a d'un côté une inquiétude, de l'autre il y a une espèce de reconnaissance très profonde sur une logique identitaire régionale qu'on peut pas sous-estimer. Robert Branche, quand vous dites qu'il y a beaucoup plus que quelques événements qui sont sans lendemain, vous pensez aussi à ça d'abord, à ce réveil des indépendantistes, je sais pas ce qu'il faut dire, des régionalistes, des fédéralistes. En tout cas, sur le blog Agence Bretagne Presse, ça y va, quoi. Et on a toutes les formules, hein. Mais Robert Branche, oui, tout à fait. Mais je crois pas seulement. On peut pas ne pas faire le lien. Enfin, je ne peux pas ne pas faire le lien avec les indignés, avec ce qui s'est passé en Grèce ou ce qui s'est passé en Espagne. On a actuellement un monde occidental qui voit remis en cause son modèle économique passé, non pas tant parce qu'il s'effondre, mais parce que les pays qui étaient exploités sont en train de rattraper un retard. Quand on dit que la Chine est en train de gagner, la Chine est en train simplement de rattraper un retard. Mais ceci, effectivement, met à mal notre modèle économique. Une taille des croupières économiques, quand même, un petit peu. Oui, mais si vous regardez, on est encore sur un revenu moyen de notre pays par rapport à la Chine, qui est le double ou le triple. Oui. Donc on est encore 2 à 3 fois plus riche par habitant. Le problème de la France n'est pas la pauvreté, c'est la mauvaise répartition des richesses. Quand vous voyez que dans une commune comme Puteaux, la crèche est gratuite, parce que la commune de Puteaux a trop d'argent. Et bénéficie de la manne. Et que dans le même temps, l'État est obligé d'aller aider les communes en difficulté. Je crois qu'effectivement, quand on a parlé de la taxe à 75% sur le revenu des individus, on aurait peut-être dû s'occuper aussi de la taxe sur les collectivités locales. Donc le problème de la France n'est pas de ne pas avoir de richesse, mais c'est d'avoir une richesse qui n'est pas répartie. Et il y a une remise en cause du modèle économique, et avec des politiques qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer et qui ne projettent aucune vision. Alors, on va parler de cette incompréhension mutuelle, en tout cas vis-à-vis des politiques, de ce qui va se passer. Xavier Guilloux, je voudrais quand même que vous nous fassiez un petit panorama des acteurs. C'est qui ces bonnets rouges, mais par-delà les bonnets rouges, il y a qui derrière? On a vu à la fois des chefs d'entreprise, des syndicalistes, des gens qui n'étaient ni l'un ni l'autre, des élus, de gauche, de droite. C'est un peu compliqué déjà de comprendre qui est sur scène. On a un ensemble très hétérogène. C'est nouveau avec, oui, c'est assez. Enfin, il y a d'un côté, si vous voulez, quelques acteurs qui sont bien identifiés, comme Troadec avec le collectif Vive Travailler, etc. en Bretagne, qui est bien connu, le maire de Carhaix, d'Hiver Gauche, très proche quand même d'un certain nombre, je dirais, de réseaux plutôt. Enfin, vous parliez d'indépendantistes, autonomistes, etc. Là-dessus, il faudra revenir parce que les mots ont un sens et peuvent être galvaudés dans tous les sens. J'ai fait exprès de les associer. Je vous donnerai une petite anecdote tout à l'heure pour vous montrer quand même qu'on est sur des sémantiques qui sont assez instrumentalisées ici et là. Bon, alors lui c'est très clair, lui il est dans un combat politique qu'on connaît bien, le maire de Carhaix, qu'on connaît bien. Bon, en plus ça c'est pas quelqu'un qu'on peut sous-estimer. Il a 20 ans je dirais de conduite de projet sur la zone de Carhaix. Il y a même des vieilles charrues, il y a quand même l'histoire de l'hôpital de Carhaix. Il y a même un film qui a été fait, qui a déjà illustré l'affaire des bonnets rouges, qui s'appelle Bowling avec Catherine Protte. Donc tout ça, c'est une affaire qui est assez connue, enfin qui s'est installée dans le paysage. Lui, il a un jeu qui est un jeu personnel avec son collectif. Derrière se sont coagulés tout un tas d'autres organisations. Donc il y a les organisations paysannes, il y a les pêcheurs, les marins, mais il y a aussi les petits patrons. Derrière ou devant? C'est-à-dire que qui sont les premiers? Oui, alors là-dessus, j'entends tout. Ils sont contraires sur place, avec bien entendu les complots. D'un côté, c'est les patrons qui poussent les salariés devant pour pouvoir récupérer de l'argent. De l'autre, c'est l'ultra gauche. À la sous-préfecture. Non, moi j'y étais. Moi j'y étais parce que dans mon métier, j'aime bien parler de choses que je connais et auxquelles j'ai été confronté. Donc j'y suis allé et j'ai écouté les gens, je suis allé au contact des gens. Il y a d'abord les pouvoirs publics avaient prévu 5000 personnes, il y en a eu 30 000. Sur une ville qui compte 60 000 habitants. Donc vous imaginez quand même qu'il y ait 3 millions ou 4 millions de personnes qui viennent à Paris pour manifester. Je pense que ça passerait pas inaperçu, y compris au niveau international. Donc sur ces 30 000 personnes, il n'y avait pas 30 000 ultra-gauche ou ultra-droite, comme j'ai pu entendre ici ou là, ou 30 000 patrons qui manipulaient, etc. Il y avait de tout.
C'est-à-dire qu'il y avait aussi bien des gens très humbles, des ouvriers, des paysans, des marins, des pêcheurs, etc. Mais il y avait aussi des salariés, il y avait aussi des familles, il y avait aussi des retraités, il y avait aussi beaucoup de jeunes, ce que je mets dans mon site. Parce qu'il faut quand même savoir qu'on a même si la Bretagne est moins touchée que d'autres par le chômage, il y a quand même du chômage, il y a quand même beaucoup de questions qui sont posées par les jeunes en la matière. Donc on est sur quelque chose de très composite, d'extrêmement hétérogène, avec quelques ténors qui essayent de tenir, je veux dire, des mots d'ordre qui sont incarnés par des collectifs et qui sont quand même assez vite débordés, assez vite dépassés par les événements. Là, sur l'affaire du 2 novembre, ce qui est quand même assez étonnant, c'est qu'il ne soit finalement rien passé de grave. Enfin, il y a une espèce de... Alors vous dites que c'est de deuxième ligne qui ont été mises en avant. Est-ce que les premières lignes attendaient derrière? Enfin, les premiers... Enfin, les vrais... Les troupes d'assaut étaient en... les vrais, ceux qui ont l'habitude de voir agir... vous savez, la préfecture de Quimper est une préfecture qui a été prise assez souvent, enfin, par les pêcheurs ou par les agriculteurs. Elle n'est pas fortifiée, apparemment. Si, elle est quand même pas mal défendue, mais donc c'est un terrain d'excellence dans la confrontation, je dirais, à la fois identitaire et sociale. Maintenant, c'est la première fois que je vois, si j'ai vu avec les manifs pour tous, mais c'est la première fois que je vois une population extrêmement en colère, très en colère, remontée, et qui s'installe devant le pouvoir et qui ne va pas à l'affrontement. Ce qu'on a eu, les quelques échauffourées qu'on a vues à la télévision, c'était 40-50 personnes qui étaient... on l'a vu dans d'autres circonstances. Voilà. Mais il y avait quand même 30 000 personnes dans les rues. Les gens ne se rendent pas compte de ce que ça peut représenter dans une petite ville comme Quimper. Et il n'y a pas eu la moindre exaction. Enfin, il n'a pas été le cas plus tard à Paris où il y a eu un peu plus de violence. Et tout ça, c'est autre chose. Paris, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Vous parlez de ce qui s'est passé le 11 novembre. Oui, le 11 novembre, mais là, moi, je ne le mettrai pas sur le même plan parce que c'est, à mon avis, c'est pas du même registre. Là, il y avait une démonstration, je dirais, de force qui était passive, mais quand même déterminée, et avec un niveau de colère qu'on peut pas sous-estimer. Voilà. Alors, c'est un petit mot. En revanche, pourquoi là, pourquoi l'écotaxe, c'est une bonne question, qui finalement n'est pas vraiment un problème en soi. Est-ce que c'est de l'accumulation des licenciements, etc. Non, c'est plus que ça. L'écotaxe, ça fait depuis 4 ans que moi je connais un certain nombre de responsables locaux, que ce soit dans l'agriculture ou que ce soit dans les transports, etc. Ça fait depuis 4 ans qu'ils n'arrêtent pas de dire aux différents pouvoirs, déjà au précédent, que c'est une bêtise telle qu'elle a été conçue, c'est une bêtise. C'est-à-dire que c'est une nouvelle gabelle avec en plus de ça une concession à un fermier général. Donc on sait dans l'histoire ce que ça donne. 22%. On sait ce que ça donne, c'est-à-dire que généralement les fermiers généraux ils terminent toujours à un moment ou à un autre parce que c'est impopulaire. Les impôts indirects ont toujours été impopulaires en France. Ils terminent au bout d'une corde et puis ça se termine avec des jacqueries, des coteries, des émeutes. Bon, donc il y avait une erreur de conception, d'ingénierie. Ils l'ont dit, redit. Et je pense que derrière, si vous voulez, vous avez un certain nombre de réseaux, alors identitaires, régionalistes, indépendantistes, qui n'ont pas forcément un écho, je dirais, sur le plan collectif qui est très très fort, parce que bon, ils n'ont pas le pouvoir, hein, faut voir les choses comme elles sont, et qui se sont saisis de ces revendications, parce qu'il y a un niveau de colère avec les plans de licenciement et autres qui est monté, et voilà, ils sont partis là-dessus. Un petit mot, Xavier Guilloux, ou peut-être Robert Branche, cette alchimie, si on peut dire, en tout cas ce mélange des personnes qui viennent de tous horizons, qui sont de toutes conditions, etc., c'est une surprise, c'est quelque chose auquel on s'attendait pas, et le calme qui va avec. Vous pensiez que c'était possible comme ça? Est-ce que c'est une nouvelle façon de manifester? Est-ce que c'est... Parce que c'est vrai que on était un peu déstabilisés, finalement, à part ce tracteur qui a défoncé la porte de la préfecture, qui était une forme de violence. Mais pas de Quimper, hein, de Morlaix. Hein. De Morlaix. Je pense que ça montre bien que c'est une vague de fond. Et le fait que ces alliances un peu... Et par rapport à ce que vous disiez en disant mais comment ça a démarré et pourquoi maintenant, c'est ces feux qui couvent et qui à un moment prennent masse. Ouais. Et le calme qui est derrière est un calme beaucoup plus menaçant que la violence. Oui. Le calme avant la tempête. On va bien sûr en parler. Je vous propose évidemment d'écouter Alan Stivell, qui nous chante, qui interprète Tri Marteau-Lode. Je ne sais pas s'il y a un accent breton. On va en reparler et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de l'émission. Radio Notre-Dame.
Bien, retour dans notre débat économique. Après avoir écouté Alain Stivell, nous retrouvons un autre breton, Xavier Guilloux, et un autre non-breton, Robert Branche, pour continuer sur cette édition spéciale autour de cette affaire, en tout cas cette manifestation du 2 novembre et ses suites. Xavier Guilloux, vous notez qu'à Quimper, on pouvait voir l'exaspération de cette France des 100 grades, entre guillemets, dites-vous, dont les marges de manœuvre ou d'espoir sont déjà largement consommées, qui ne se sent plus écouté par le pouvoir. Pour moi, en tout cas, vous dites-vous, c'est un premier divorce. Moi, j'ai envie de rajouter un premier divorce pour faute de la part de l'État. Et puis, vous dites aussi, et ça c'est assez intéressant aussi, on pouvait aussi voir une autre France, celle qui dépensait son salaire du mois en ce long week-end de la Toussaint dans les grands centres commerciaux de la périphérie de Quimper. Est-ce que là, il n'y a pas un deuxième divorce au sein même de la population, celui-là par consentement mutuel, si je puis dire, très paradoxal. Vous le disiez, Robert Branche, vous-même, on a là une nouvelle façon peut-être de manifester, un calme qui suit la tempête, qui en préconise peut-être, qui en prévoit une autre peut-être. En tout cas, d'abord, il y a une révolte face à une incompréhension. Oui. Xavier Guilloux. Oui, je crois qu'il y a à mon avis, il y a un truc à double détente qu'il faut bien regarder. Il y a d'abord une méprise. Les Bretons ont voté pour le président Hollande. Ils s'attendaient à avoir un retour important. Du reste, ils ont un certain nombre de ministres qui sont aux commandes. Qui sont d'ailleurs venus pour ils ont même avec le maire de Quimper. C'est pour ça que cette affaire du 2 novembre est quand même très très emblématique, parce que le maire de Quimper est quand même le conseiller personnel du président de la République, Bernard Poignant, qui est un très bon maire, en l'occurrence sur Quimper, mais il est le conseiller personnel du président de la République. Donc que cet événement ait démarré sur cette place de la Résistance, qui en plus de ça est tout un symbole local, puisque c'est là où le général de Gaulle est venu faire son premier discours en 1945, il a fait son dernier discours d'homme d'État en 1969. Donc, je veux dire, et c'est là aussi où François Mitterrand est venu faire son premier discours au moment des élections. Et je m'arrêterai là, parce que je ne sais pas s'il viendra faire son dernier discours à Quimper. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a une... François Hollande, pas François Mitterrand. François Hollande, excusez-moi. Et là, il y a une méprise, quoi. C'est-à-dire que les Bretons s'attendaient à être écoutés, à être entendus, et ils n'ont pas été. Mais est-ce qu'une seule notamment sur l'affaire de l'écotaxe, sur les affaires des impôts, etc. Et la deuxième chose, c'est le mépris que l'État ou que la centralité parisienne a vis-à-vis de ce bout de terre, de cette péninsule qui est loin de tout, et chaque fois qu'il y a une négociation, c'est toujours avec des rapports de force, État-nation, historiques, qui sont... Mais la montagne est-elle plus maltraitée que d'autres régions? Non, paradoxalement, Robert, parce que je pense que premièrement, j'ai bien aimé cette remarque de fait de dire la cohabitation entre des Bretons qui manifestent et les touristes à côté. Je pense que Chirac s'est fait... Les touristes, les Bretons, Chirac s'était fait élire un moment sur la fracture sociale. Oui, tout à fait. La fracture sociale, elle était un peu théorique à l'époque, elle est réelle aujourd'hui. On a aujourd'hui 40, au moins, pratiquement la moitié de la population qui décroche à cause de la mondialisation, et l'autre moitié de la population qui en profite. Moi, je crois donc on a actuellement une fracture qui est en train de se faire, et il y a effectivement deux France. Oui. Donc si on ne s'occupe pas sérieusement de ce sujet, ce qui s'est passé en Bretagne sera une anecdote par rapport au passé, parce que le calme ne durera pas toujours. Moi, je crois Première remarque. Deuxième remarque sur le mépris du centre par rapport à la périphérie. Il se trouve que j'ai commencé ma carrière professionnelle comme haut fonctionnaire. Il faut avouer, donc je suis ex-pont, j'ai tradé dans les ministères, j'ai même pas mal été à Matignon dans cette période-là. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est la conviction que c'est en étant loin du terrain que on comprend mieux les sujets, parce que comme on n'est pas concerné, on a plus de recul. Et il y a toute une pensée technocratique qui est convaincue que c'est parce qu'on ne connaît pas un sujet qu'on peut bien arbitrer. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'émotion, on n'est plus pollué par un certain nombre de choses qui sont affectives peut-être. Il se trouve que ces dernières années, à la fois pour mes livres, j'ai pas mal écrit dessus, je me suis vraiment penché sur qu'est-ce que c'est que l'être humain. Nous sommes d'abord des moteurs émotionnels à 95%. Voilà. Donc, nous sommes marginalement des êtres rationnels. Donc, cette idée d'un état lointain qui est capable d'arbitrer est une erreur profonde. Donc, on a actuellement un décrochage. Et il y a une expression qui, personnellement, m'énerve profondément, c'est le fait de dire il faut qu'on aille chercher des gens de la société civile pour qu'ils viennent. Oui. Non, il faut renvoyer dans la société civile les politiques. Le défi n'est pas d'amener la société civile,
mais c'est de ramener les politiques de la société civile. Il y a actuellement une série qui est très intéressante. Les séries télévisées sont très intéressantes parce qu'elles expriment la réalité, qui est Borgen, qui montre la vie au Danemark. Le Premier ministre circule en vélo. Et on voit qu'elle fait la cuisine chez elle. Je pense que le défi, en fait, est d'arrêter... Un peu comme le pape, finalement. Oui, le problème n'est pas d'un retour de De Gaulle. Le problème n'est pas de réinventer la monarchie. C'est un sujet qui vous est cher. La statue du commandeur, elle vous énerve un peu, Branche. Parce que, en fait, De Gaulle a fait énormément de bien au moment de la libération et pendant la guerre. Mais pendant les années 60, il a réinstallé la monarchie et reconvaincu que c'était une statue du commandeur qui pouvait être le sauveur. Je n'y crois pas. Absolument, je n'y crois absolument pas. C'est vrai que vers la fin de sa présidence, il a voulu lancer la régionalisation, et comme par hasard, c'est là où il a sauté. Et personne, quand on parle de ramener De Gaulle, parle de la régionalisation. Alors, là, vous avez la régionalisation, justement. Là, oui, mais là, je veux dire, je vais un peu plus loin que Robert, parce que on parlait de fracture sociale, mais moi, j'y ajouterais une fracture territoriale et une fracture générationnelle. Et je l'ai senti très très forte le 2 novembre, parce que c'est ce paradoxe, il y avait quand même 30 000 personnes qui portaient des bonnets rouges, qui étaient prêts à en découdre, mais qui ont contenu leur violence. Hein. Et de l'autre côté, à 2 kilomètres, enfin, je veux dire, il y avait le cordon des gendarmes mobiles, à 2 kilomètres, il y avait les centres commerciaux étaient pleins de gens qui dépensaient. Comment vous savez, vous y êtes allé pour faire vos courses peut-être? Non, mais écoutez, j'y suis allé parce que ça m'a interpellé quand même. Donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces deux France, quoi, qui cohabitent l'une à côté de l'autre à 2 kilomètres d'écart et qui sont pas du tout sur les mêmes paradigmes. Et là, on est vraiment dans cette rupture État-nation. On peut remonter en effet à quand je parle de méprise et de mépris, je veux dire, moi j'aime beaucoup le général de Gaulle, mais faut écouter ce discours de 1969 où il promet. Je l'ai écouté. Il promet aux Bretons. Je le dis aux auditeurs, on le trouve en lien d'ailleurs. C'est une archive de l'INA. Et d'abord, il fait d'abord sans papier, sans rien, en citant des vers en breton, etc. Enfin, c'est haut en couleur. Mais il promet une autre relation entre la région et l'État. Et ça ne s'est jamais produit. Alors, ça ne s'est jamais produit. Et donc, on est dans pas le job de l'État justement de réconcilier ou en tout cas de rapprocher ces deux France. Est-ce que c'est pas sa raison d'être? Il faut être clair sur ce qu'est la problématique de la souveraineté aujourd'hui française, avec une Europe qui cherche à émerger. Partout en Europe, des régions qui existent et nous, des régions qui cherchent à exister. Je veux dire, nos parlements... Mais qui préexistaient à l'Europe, quand on prend les Länder... mais attendez, à l'époque de la monarchie, les régions, les parlements régionaux étaient extrêmement puissants. Ils avaient une relation avec la monarchie jusqu'à la Révolution, qui était une relation qui était saine. Aujourd'hui, quand vous prenez les événements, ils sont où les responsables du conseil régional? Ils sont où? C'est le préfet qui est à Rennes qui convoque les élus, qui convoque les... D'ailleurs, déplorer qu'ils ne se voient pas autour de la table. Je vais vous donner une anecdote sur ce préfet région. Donc j'ai en souvenir d'une réunion que j'avais organisée du temps où je présidais les anciens de la Data. On avait fait venir un président de région qui expliquait comment ça se passait la planification régionale dans sa région. Et il a dit, oui, heureusement que j'étais là, parce qu'après j'ai pu défendre la position de la région à Paris. Alors, étant puissance invitante, j'ai pas pu intervenir, mais quel contresens? Mais là, on a la même chose. Un préfet de région n'est pas là pour défendre la région à Paris, mais pour représenter l'État. Oui. Tant qu'il y aura des préfets de région, le vice de forme de la décentralisation, c'est d'avoir maintenu la fonction de préfet. C'est d'avoir déconcentré finalement. Et en fait, il faut laisser une discussion directe entre la région et un niveau central. Alors, le deuxième problème, c'est que ce niveau central est probablement l'échelon. France n'est probablement plus le bon échelon. Alors c'est pas non plus l'Europe diluée et le machin tel qu'elle est aujourd'hui, mais c'est un échelon probablement intermédiaire qui nous regrouperait avec quelques pays, parce que à rester dans notre échelon national qui ne correspondait qu'à un moment de l'organisation du monde, en fait nous déléguons le pouvoir aux oligarques et aux grandes entreprises. Bien de ces cas, je veux dire, je les vois, nous les pratiquons, et Xavier les pratique aussi. Je veux dire, la puissance des dirigeants des grandes entreprises est sous-estimé encore. C'est-à-dire, c'est pire que ce qu'on écrit dans les journaux. C'est pire que ce qu'on écrit dans les journaux. C'est eux qui font la pluie et le beau temps dans la plupart des cas. Et en tant que conseil, je ne trouve pas ça simple. Et parler de responsabilité sociale d'entreprise, excusez-moi, je rigole. L'entreprise, imaginez que c'est elle qui va organiser le territoire, elle s'en sert
pour son propre intérêt. C'est pas donc sa vocation, il ne faut pas déléguer la politique à l'économie. Sauf qu'en Bretagne, c'est un terreau de PME, PMI, avec en plus un capitalisme familial assez développé comme dans le nord de la France ou dans la région lyonnaise, donc qui est quand même très 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 spécifique et très particulier. Ce qui explique peut-être aussi que les patrons sont très actifs au travers des événements parce que bon, ils sont quand même dans toute une aventure collective depuis 30-40 ans de création de richesses et d'émulation régionale qui font que maintenant, je veux dire, ce qu'on évoque là dans cette relation entre l'État et la région qui est très sensible aujourd'hui, fait que une grande partie de la population va se réfugier, où il y a une espèce de repli sur le repli identitaire, va se réfugier sur des fondamentaux historiques, cet émotionnel que vous évoquez, et qui est à psychanalyser, mais qui les rassure d'une certaine manière, parce qu'ils ne sentent rien au niveau, si vous voulez, de l'autorité de l'État. Ils sentent pas non plus le projet européen. Mais alors, vous voyez que 21% des Français demandent aujourd'hui, apportent, je dirais, leur caution à la politique gouvernementale. 67% des Français demandent un changement de gouvernement, mais 57% des Français ne veulent pas trop de bazar avec les bonnets rouges parce que ça menacerait quelque part la redistribution des revenus ou de l'État-providence, etc. On est vraiment dans un espèce de paradoxe qui est terrible. Mais est-ce que vous ne dites pas deux choses qui sont d'ailleurs un peu paradoxales? C'est que d'une part, il y a en fait une grande désillusion, ça c'est vous qui le dites, Xavier Guilloux, de la part des Bretons vis-à-vis de l'État central, qui les déçoit sur un certain nombre de sujets. Et en même temps, Robert Branche, vous nous dites, mais de toute façon, l'État central n'est plus le bon échelon pour répondre à pour répondre à ces espérances. Mais donc, finalement, c'est pas sa faute à Hollande, j'ai envie de dire, quoi. Excuse-moi. Je ne vais pas personnaliser sur Hollande. Non, mais je vais exprès vous dire ça. Non, mais je vais personnaliser sur le dirigeant. Aujourd'hui, un dirigeant d'un pays, qu'est-ce qu'on attend de lui? On attend qu'il ait une vision. Le défi en système incertain, c'est ce que j'écris dans mes livres, c'est pas l'agilité. L'agilité, c'est la facilité, c'est trouver la stabilité. Pour trouver la stabilité, il faut comprendre ce qu'est le monde, il faut avoir voyagé. Comment voulez-vous que quand les politiques franchissent nos frontières alors qu'ils sont élus, ils comprennent le monde? Ils le voient à travers des voitures avec chauffeurs et dans des visites organisées. Donc il faut grandir dans le monde pour le comprendre. Donc premier point, il nous faut des dirigeants qui aient une vision. Auquel cas ils comprendront de facto que l'échelon national n'est pas le bon échelon. Deuxième point, il faut qu'ils soient capables de faire adhérer à cette vision. C'est-à-dire que ils la sentent suffisamment pour faire adhérer. Quand vous regardez Sarkozy, il avait une puissance d'entraînement, mais il n'avait pas de vision. Il a changé d'avis tous les 6 mois. Alors, Hollande a probablement une meilleure capacité d'empathie. Mais faudrait-il qu'il ait des convictions? Je les vois pas. Et comment pourrait-il construire des convictions sans être sorti du système hexagonal? C'est là où est le divorce actuel. Et dernier point, si vous permettez, c'est la confiance. C'est que tant qu'il n'y a pas de confiance, si on n'a pas de confiance en soi, on ne se lève pas le matin en système incertain. Si je n'ai pas confiance dans les autres, il n'y a pas de projet collectif. Donc à ce moment-là, il ne reste que des peurs et des égoïsmes. Et donc on est dans des systèmes extrêmement dangereux. Le problème est institutionnel, c'est-à-dire que finalement ces élus, je ne cherche pas à les excuser, mais ne cherchent qu'à nous dire que le système n'est pas incertain. C'est ça que finalement... mais le système, il est par nature incertain. Mais la vie, moi j'ai écrit longuement là-dessus, ça prendrait un temps de l'expliquer, mais la vie génère de l'incertitude. Quand une biche est attaquée par un lion, on sait qu'elle part, mais elle part à gauche ou à droite? Elle va buter ou pas sur une pierre? Je prends cet exemple juste pour dire, dès qu'il y a mouvement, il y a incertitude. Le développement d'une entreprise crée de l'incertitude. Pourquoi? Notre monde est beaucoup plus complexe. Quand vous prenez n'importe quel objet, prenez un linéaire de shampoing. Avant, c'était des savons. Vous laviez les cheveux. Donc c'était assez facile de savoir ce qui allait se passer. Aujourd'hui, il y a tellement de références, tellement de produits, que modéliser l'évolution future du rayon de shampoing est de plus en plus compliqué. Donc, par ces petits exemples, je montre que l'évolution naturelle de l'économie est créatrice d'incertitudes. Et c'est une bonne nouvelle. L'incertitude, c'est la vie, c'est la créativité, c'est l'innovation. Alors, est-ce que les bonnets rouges, pour être rapide, ne sont pas plutôt dans un appel à l'immobilisme par rapport à ça? C'est ça un peu qu'on peut avoir, Xavier Guilloux. On entend aussi. Ne changeons rien parce que si on change, on risque de se casser la gueule, quoi. Non, je pense pas, parce que ceux que j'ai vus, moi, sur la place de Quimper ou dans les rues de Quimper, sont des gens qui, d'abord, sont confrontés à l'incertitude en permanence, sont des gens qui
n'ont pas forcément de quoi finir leur fin de mois, y compris des petits patrons, etc. Donc ce sont des gens qui ont l'habitude de faire de la création de richesse ou de la création de valeur ajoutée, ça dépend quel niveau. Mais donc ce sont des gens qui savent ce qu'est, je dirais, la turbulence qui connaissent ces turbulences dans lesquelles nous sommes. Je crois que les bonnets rouges font passer un message extrêmement précis. Ils disent grosso modo à l'ensemble de la France, il y a tout un tas il y a une logorée sur le tout est sous contrôle qui n'a plus de sens. Voilà. Et il faut absolument aujourd'hui que on pilote notre devenir et notre avenir différemment. À mon avis, c'est le message qui est passé. Et c'est pour ça que ça n'a pas été violent. Parce que ils sont plus sur une dimension existentielle que sur une dimension, je dirais, revendicative et mortifère. Alors, Xavier Guillou, vous évoquez l'avenir. On va bien sûr revenir dessus en troisième partie d'émission, après avoir écouté une petite musique de Danar Braz, évidemment. Ça s'appelle Diwanit Bugalé. Je ne sais pas, Bugalé. On écoute. Radio Notre-Dame. Nous laissons là Danar Braz qui chantait Diwanit Bugalé pour revenir dans notre édition spéciale du débat économique, puisque nous nous consacrons entièrement à la Bretagne. Dans cette troisième partie d'émission, nous sommes toujours avec Robert Branche et Xavier Guillou. On va parler du coup d'après, puisqu'on a évoqué évidemment le 2 novembre et puis tout ce qui s'est passé ce 2 novembre à Quimper sur cette place, et puis la suite des bonnets rouges. Quels enseignements alors je vais peut-être me tourner vers vous, Robert Branche, pour commencer. Qu'est-ce qu'on doit attendre maintenant, cette pugnacité et puis cette contagion, parce que même si pour l'instant le mouvement n'est pas complètement national, il y a eu des remous, on va dire, ou des échos, notamment à Marseille, etc. Qu'est-ce que vous prévoyez? Je me tourne vers l'oracle, Robert Branche, spécialiste de la certitude en plus, je dois dire. Est-ce qu'on peut prévoir quelque chose? Bon, je ne vais certainement pas prévoir quelque chose. Ce que je voudrais, c'est essayer de délivrer un message optimiste tout de suite. C'est de dire d'abord, je pense que c'est une bonne nouvelle que ce soit produit ça en Bretagne. Puis ça montre qu'il y a de l'énergie en France, qu'il y a la capacité à réagir. Moi, je passe mon temps, à titre privé, depuis plus de 10 ans, je passe 1 mois et demi par an, grosso modo, à me perdre en Asie, à voyager comme ça, en jean t-shirt, et à voir ce qui s'y passe. Et chaque fois que je reviens, je vois que notre pays a des richesses et des capacités à innover et à réussir. Mais on les oublie. La force de la France et de l'Europe, c'est notre multiculturalisme. C'est le fait qu'il y a des gens de toute race et de toute origine qui l'habitent et qui nous ont rejoints. Donc ça n'est pas en étant frileux et en voulant revenir à une France théorique, donc je reviens sur mon appel de Gaulle, qui est une sorte d'imaginaire théorique. Je suis désolé, les années 60, moi je suis très content de ne pas les avoir vécues. On est beaucoup plus libre aujourd'hui, beaucoup plus ouvert, avec beaucoup plus de possibilités que les années 60, donc c'est pas du tout le rêve. Le plein emploi, quand c'était se lever le matin pour des chaînes fermées pour des ouvriers, merci. Qu'est-ce que c'était que cette vie? Quand vous nous parlez du multiculturalisme, c'est quoi? C'est la Bretagne, les Basques, les Corses? Non. Ce que je veux dire, c'est que vous prenez n'importe quelle ville maintenant en France, vous croisez des gens qui viennent de tous les continents, qui viennent des continents africains, nord-africains, de l'Afrique noire, qui viennent de l'Amérique du Sud, qui viennent de pays nombreux d'Asie. Et c'est ensemble que nous allons inventer le monde de demain. Et il y a une énergie extrêmement importante. Et deuxième point, nous avons l'argent pour ça. Nous avons l'argent pour ça. Mais la question, c'est, arrêtons, par exemple, est-il vraiment aussi nécessaire de refaire sans arrêt les façades des monuments historiques? Votre optimisme, ça c'est Malraux. Votre optimisme, c'est pour certains, c'est un pessimisme. La France multiraciale, multicolore, et puis la richesse, certains disent, l'un et l'autre, on les a pas ou on les a trop. C'est un principe de réalité. Et moi, je crois qu'il y a 2 attitudes dans la vie. Il y a ceux qui se lèvent le matin en ayant rêvé le présent et en ayant une vision imaginaire du monde. Ils seront toujours malheureux. Et il y a les autres qui sont des pragmatiques et qui regardent la réalité et qui se disent, à partir de ce réel, qu'est-ce que je peux construire? Mais nous ne ferons pas le retour en arrière. Je suis convaincu que c'est le meilleur qui sortira de cela. De toute façon, même si on n'en est pas convaincu, il n'y a pas d'autre choix. Mais il faut quand même qu'on touche le fond, peut-être un petit peu. Mais je pense qu'on était en train de le toucher. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'un événement comme la Bretagne nous redonne un sursaut vite. Parce que sinon, nous allons continuer à descendre.
Et le moment du sursaut sera encore plus loin. Et que je précise bien, mon inquiétude et mon propos n'est pas franco-français. Je vois les mêmes choses dans tous les pays d'Europe. Parce que si le problème n'était qu'en France, je ne serais pas inquiet, parce qu'on serait emmené par la vague positive. Mais on a bien le même problème en Espagne, le même problème en Italie, le même problème en Allemagne, et même les pays nordiques, qui étaient plutôt des modèles, se mettent à être ébranlés. Donc l'Europe doit comprendre qu'elle a grandi parce qu'elle était avec des langues différentes, des cultures différentes, et qu'elle n'a rien à perdre à la mondialisation. Elle a tout à gagner, elle en est à l'origine. Et à sa propre structuration politique. Alors, l'urgence et la structuration politique. Alors, de ce point de vue, je pense que l'élargissement de l'Europe, de mon point de vue, a été une erreur, parce qu'elle n'a pas permis de densifier le cœur de l'Europe. Donc le défi, c'est d'avoir 4, 5, 6 pays européens qui se densifient, sans bien sûr quitter la culture européenne. Nous pouvons parfaitement avoir un rapprochement de 4, 5 pays européens, tout en restant membres de la nouvelle gouvernance et entre eux, qui créent une gouvernance démocratique avec un président commun et économique, et qui à ce moment-là emporteront le système. Donc le défi, c'est d'avoir un nouveau dirigeant français qui viennent en se faisant élire en disant 1. La mondialisation est une bonne nouvelle, 2. Le multiculturalisme est notre chance, 3. Notre défi est de nous fondre avec les pays voisins dans des structures démocratiques, et 4. C'est de faire partager les richesses. Et donc, par exemple, je pense qu'il faut, je vais peut-être faire hurler beaucoup de gens, supprimer les impôts locaux. Parce que c'est les impôts locaux qui construisent des injustices des communes. Il vaudrait beaucoup mieux répartir au niveau des communes en fonction du nombre d'habitants. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, à part Robert Branche, je vois pas de candidats qui disent ça sur ces 4 points. On va revenir un tout petit peu à Quimper, parce que vous finissez votre papier que j'ai cité, Xavier Guilloux, en nous disant « C'est un message d'alerte important quant à l'implosion latente, mais de plus en plus évidente de notre système de coexistence nationale et sur la fragilisation de notre unité territoriale. » Vous êtes un peu pessimiste, en tout cas à court terme, ça va péter, quoi. Non, mais ça, alors d'abord, je suis pas sur une vision catastrophiste de la situation. Parce que ce que nous a dit Robert est plutôt une bonne nouvelle. Non, je pense que nous sommes sur des ruptures de paradigme extrêmement importantes. Moi, j'ai écrit depuis de longues années sur ces questions-là, y compris même sur la crise française qui est en train de se passer. J'ai écrit à 5 ans dessus un livre qui s'appelle « Quand la France réagira », que tout le monde m'a pris pour un rigolo à l'époque, mais enfin c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc j'avais pressenti un certain nombre de choses. Ces ruptures de paradigme, elles sont profondes, très profondes. Bon, il y a cette rupture État-nation qu'on évoque, mais avec en même temps un manque de maturité sur le plan européen, et puis un manque de choses concrètes, si vous voulez, sur le plan territorial. Alors là, c'est ce que font passer. Alors c'est amusant parce que du reste, le type de signal que les Bretons ont fait passer est un type de signal qui est un peu un peu imprévisible, parce que tout le monde s'attendait à ce que ça se passe du côté de la Franche-Comté ou de la Lorraine classiquement, et c'est venu du bout de la terre, du côté de la Cornouaille là. En plus de ça, en sortant de la mallette une vieille affaire qui date de 1675 pour pouvoir cristalliser un petit peu, je dirais. Des bonnets rouges. Oui, pour cristalliser un petit peu cette demande à la fois de sens, de reconnaissance, mais en même temps d'ouverture vers le futur. J'insiste là-dessus parce que aujourd'hui, si vous voulez, on ne voit dans la saturation multimédiatique qui prévaut que des ténors qui ne représentent qu'eux-mêmes, puis avec des instrumentalisations qui sont parfois sur lesquelles on peut s'interroger sur des finalités, où on voit des indépendantistes, même des ultras qui sont derrière, etc. Bon, du reste, quand ils sentent que le mouvement leur échappe, ils disent à tout le monde, écoutez, nous sommes propriétaires du mouvement. Regardez Donc je trouve que mais quand même, derrière, moi ce que je ressens, c'est une émergence profonde et très dense. Moi, je connais des centaines de Bretons qui sont en train d'innover sur des champs qui n'ont rien à voir avec l'économie industrielle qu'on connaît, qui n'ont rien à voir avec même ce que la Bretagne a produit pendant 30 ans en termes de productivisme, etc. On parle beaucoup de la filière agroalimentaire, etc. Mais à côté de ça, vous avez des agriculteurs, vous avez des petites boîtes, vous avez des petits entrepreneurs, des gars dans l'électronique, etc., qui inventent des trucs complètement déments. Les Bretons ont le sens de la course et du grand large, hein. C'est d'abord, c'est une grande diaspora au niveau international. Quand vous vous baladez partout dans le monde, il y a des drapeaux bretons partout. Je veux dire, il suffit que vous soyez breton, vous avez systématiquement un gars qui vous accueille partout où vous allez. Donc, il y a une espèce de sens de l'entreprise, de sens de l'aventure, du sens
du grand monde qui est en train de... Et cette effervescence-là, le signal que les Bretons font passer, c'est nous avons un autre monde devant nous, il se passe des choses dans le monde, Français, bougez, arrêtez d'être enfermés dans cette espèce de gang sanctuarisé. Alors c'est vrai que le général de Gaulle a piégé tout le monde. À la fois il nous a permis d'être dans des grands jeux, mais il nous a piégés. On n'arrive pas à sortir de cette sanctuarisation et du coup on n'arrive pas à construire la France de demain. Et moi ce qui m'a interpellé, c'est quand même cette jeunesse qui était à Quimper. C'était pas des vieux gredins, des pêcheurs, agriculteurs comme on voit d'habitude là, qui vont faire de la subventionnite là. Non. Il y avait beaucoup de jeunes. Et quand on discute avec les jeunes, ils veulent un autre avenir, ils veulent une autre France et ils veulent un autre destin. Et dans votre boule de cristal, Xavier Guilloux, vous voyez quoi vous? Ah non, je vais vous dire, pour moi la situation est totalement imprévisible. Ah ouais, mais et je ne cherche pas. Alors comme Robert, la 6e République, par exemple, est-ce qu'il faut changer la République? La Constitution. Attendez, moi je suis marin. Alors je vais vous dire, l'élément dimensionnant. Vous appelez un peu la révolution sans la faire. Ah non, j'appelle pas du tout la révolution. Même dans le blog, j'ai dit que la révolution a été une grande erreur historique qui a généré derrière des millions de morts avec des génocides dont on n'a jamais attribué la paternité à la France. Je veux dire, là pour moi, c'est vraiment la dernière des choses qu'il faut faire. Moi, je suis plutôt un partisan de Tocqueville qui disait dans l'Ancien Régime et la Révolution, si on ne veut pas subir une révolution, il faut la penser et la faire. Alors qui le fera? Alors ça, c'est le vrai problème, c'est le casting que l'on a actuel est quand même très pauvre. Vous pensez que nos institutions nous permettraient d'avoir un autre casting? C'est ça ma question. Moi, je pense qu'il peut y avoir de l'émergence. Je suis convaincu que le futur peut être radieux. Et que c'est dans ces moments-là que quelques individus qui se lèvent avec une vision, un discours clair, peuvent emmener et faire croire. Parce que le problème est le même, je reviens en Allemagne, le même en Belgique, le même en Hollande, le même en Espagne, le même en Italie. Il y a un moment où on peut se lever ensemble et dire, mais finalement, nous avons surtout des choses en commun. Et je partage ce que disait Xavier sur les jeunes et sur l'énergie. Quand vous parlez au niveau des jeunes, eux, la notion des frontières, des machins, c'est beaucoup plus flou. Alors, donc, ça veut dire que, par exemple, des bonnets rouges peut sortir, par exemple, ce mouvement qui dépasserait les frontières. Là-dessus, on est sur je sais pas. Non, mais là-dessus, on est sur des problèmes de fond. Moi, je suis marin, donc pour moi, l'élément dimensionnant quand on est en mer, c'est la météo. La météo que je vois aujourd'hui, c'est une émergence de demande. Il n'y a pas que de l'émergence, il n'y a pas que de la colère qui est visible. Il y a une émergence de sens, de cheminement, etc. Je rejoins Robert tout à l'heure quand il a évoqué la problématique de la prise de décision et la conduite aujourd'hui, le pilotage de la décision. Quand un commandant est à bord et qu'il y a une mer démontée, une météo qui est absolument dégueulasse, je veux dire, s'il n'imprime pas un cap, s'il n'incarne pas une certaine posture par rapport aux éléments qui sont déchaînés, de la confiance à bord, je vais vous dire, on va pas très loin. Hein. Bon, aujourd'hui, moi ce que je sens, c'est un espèce de bouillonnement, une météo qui est en train de monter, et dans cette émergence, il va y avoir, à un moment ou à un autre, des hommes ou des femmes qui vont proposer des choses. La seule chose qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces hommes et ces femmes puissent proposer des choses. Et qu'on ne soit pas dans l'interdiction, qu'on ne soit pas non plus dans la condamnation, et qu'on ne soit surtout pas dans l'instrumentalisation de la violence. Si je dis ça, c'est parce que les patrons des collectifs, à un moment ou à un autre, sont dans la guerre révolutionnaire. Et de l'autre côté, l'État, qui lui, dans la philosophie de Hobbes, n'attend que ça. De cristalliser les choses. Pour pouvoir justement traiter par la violence. C'est surtout pas ça qu'il faut faire. C'est ce qu'on a vu cet été et avant avec la Manif pour tous, par exemple. Oui, mais c'est le modèle qui a été adopté pour que... Oui, mais les indignés vont pas sur la violence. Tous les mouvements qu'on voit, même ce qui s'est passé dans les pays arabes aujourd'hui, je veux dire, une grande partie... Donc c'est possible. Mais c'est en cours. Et notamment les outils, quand on regarde ce qui s'est passé dans les pays arabes, les outils s'y prêtent aujourd'hui. Je suis pas à dire que Internet, mais voilà, les outils Internet, tout ce qui est de ça, permettre des mouvements. Donc alors je vais pas aller jusqu'à Edgar Morin qui a une formule qui dit c'est précisément quand aucune solution n'est visible qu'elle est en train d'émerger, parce que je pense qu'il faut pas pousser le message jusque là, mais en tout cas, je ne peux pas, parce que je rejoins ce qu'a dit Xavier, je pense que la révolution, c'est la pire des choses. Ah oui. Donc je pense qu'en tout cas, il est urgent que les quelques personnes
qui imaginent qu'ils ont une vision se lèvent et pour nous éviter cette révolution. Je pense qu'il faut avoir le courage aujourd'hui de dire ce que l'on pense, même si c'est à 180 degrés par rapport à ce que les autres disent. La vraie question que je me pose, c'est... On ne sortira pas de la crise de toute façon sans une évolution forte. En tout cas. Oui, parce qu'on est dans une reconfiguration. C'est une reconfiguration. Nous ne sommes pas dans une crise. Je n'aime pas le mot de crise, parce que le mot de crise, il laisse à penser que l'après sera comme l'avant. Vous êtes de ceux qui parlent de mutation. Voilà, on est dans une mutation, transformation, mutation. Mais la crise, c'est un mauvais mot pour penser ce qui est en train de se passer. Tout à fait. Nous sommes devant une page blanche aujourd'hui. Et moi, je pense que, j'ai vécu tout ce qui s'est passé en Europe centrale ou ailleurs. Je veux dire, un Jean-Paul II ou un Vaclavel ou tous ceux qui ont fait l'histoire de la chute du communisme et de la réémergence de l'Europe, je veux dire, 3-4 ans avant, ils n'étaient pas connus, ou ils étaient méconnus. Et il n'y avait pas les moyens dont vous parliez, Robert. Ils n'ont pas les moyens. Non, aujourd'hui, il y a des communication. capacités de diffusion d'informations, de communication, d'échange, etc. Et je suis d'accord avec Robert, les jeunes aujourd'hui ne sont pas dans la guerre révolutionnaire, ils ne sont pas dans les modèles qu'on a connus au cours des 2-3 siècles précédents, ils sont sur autre chose. Ce qu'il faut, c'est permettre cette réémergence aujourd'hui, et puis surtout donner du sens à tout ça, parce que, je veux dire, ce que je vois aujourd'hui, les leitmotifs aujourd'hui sont trop étroits, je veux dire, par rapport à la demande qui est très profonde. On va terminer cette question sur cette demande de Xavier Guilloux. Il faut donner du sens à ce qui se passe, et puis sur votre optimisme de ceux qui vont se lever et qui vont proposer quelque chose. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans cette émission. Robert Branche, je rappelle la parution des Radeaux de Feu aux éditions du Palio, qui c'est ces jours-ci, c'est ça? Il est sorti il y a 10 jours. Voilà, et puis je rappelle aussi que vous avez un blog sur lequel on peut retrouver ce que vous pensez et ce que vous proclamez. Je rappelle aussi que Xavier Guilloux, vous aviez un site internet, on y trouve actuellement l'essai qui nous a servi de conducteur pour cette émission. XavierGuilloux.com. XavierGuilloux.com. Ici Quimper, les Bretons parlent au français. La semaine prochaine, nous aurons d'autres invités pour un nouveau débat économique. Et puis vous deux, je vous convie, dès que ça commence à bouger et qu'on entend le ténor qui se lève. Merci beaucoup et bonne semaine à tous. Merci.